Hello Mara, Bonjour Erwan, comment vas-tu? ça va très bien. Écoute, je suis super content de t'avoir pour ce premier podcast qui n'a pas de nom encore. Donc peut-être qu'après on pourra trouver un nom ensemble. Ça marche. Euh, donc voilà, je rappelle juste l'objectif de ce podcast, c'est d'aider les startups à créer des meilleurs produits et d'aider les développeurs et les gens dans la tech en général, développeurs, développeuses, euh, à devenir justement encore plus performants, encore à donner le maximum lorsqu'ils sont en mission ou lorsqu'ils sont en CDI, du coup dans les startups ou dans les sociétés. Voilà. Donc Ma, je te laisse te présenter. Bonjour Erwan, ravie d'être là, ravie d'être aussi la première figure de ce podcast qui, je te le souhaite, sera plein de succès et je suis confiante par rapport à ceci. Donc, je m'appelle Mahag Mera, je suis directrice d'une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs qui est assez unique, vu qu'elle forme, il est un petit peu en rupture avec les formations d'ingénieurs classiques dont je suis issue, dont tu es issue aussi. Plutôt des ingénieurs spécialisés en big data, intelligence artificielle, cybersécurité et autres nouvelles spécialités. Mais ça, c'est un métier que j'occupe depuis seulement 1 an. J'aime dire que je suis plutôt un chercheur en intelligence artificielle et une scientifique de façon générale. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut Non, également t'inquiète pas, on va parler. revenir après. Ok. On va revenir sur ton parcours. Mais déjà, super. Directrice d'une grande école d'ingénieurs. Est-ce que tu peux donner le nom ou pas du tout? Oui, bien sûr, ça s'appelle l'EDIA, École d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle, qui est située à l'université Euromed de Fès, à Fès, au Maroc. Cool, cool, cool. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers la data quand tu as commencé tes études? Alors très honnêtement, Erwan, je n'étais pas prédisposée Ouais, à aller dans la data. C'est un concours de circonstances. Donc moi, je suis diplômée de l'École polytechnique de Montréal, ingénieure. J'ai travaillé dans le domaine aérospatial. Et en 2014, il y a eu une grande subvention gouvernementale dont l'objectif était de créer, la vision stratégique à moyen terme était que Montréal devienne une plateforme internationale d'IA. Bien évidemment, ce n'était pas fortuit, vu qu'il y avait déjà des prédispositions de très grands chercheurs, des prix Turing par la suite en 2019, dans Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, qui par la suite a créé le MILA. Donc ce grand financement, les fonds apogées ont pu dynamiser de différentes façons. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai été recrutée pour me diriger vers la data. Donc on peut dire que c'est vraiment le Canada, l'Amérique du Nord qui a créé, et c'est un momentum qui a été créé par différentes instances. Et voilà, donc à l'époque, en 2014, on parlait de data science en général, de intelligence artificielle et d'IoT, des choses comme ça. Et par la suite, bien évidemment, je me suis spécialisée dans quelque chose de beaucoup plus précis. Et chemin faisant, voilà, j'ai construit une petite carrière, une petite expérience. ok. Du coup, tu peux revenir un petit peu sur cette spécialité et ensuite sur quoi ça a débouché dans ta carrière. Et puis après, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est tout le parcours que tu as réalisé avant de devenir directrice aujourd'hui. Une fois, donc j'ai fait ma maîtrise en mathématiques Mhm. parce que le profil intelligence artificielle est un profil qui est composé d'informatique, de mathématiques, donc il fallait parfaire les deux. Ouais. Ayant un background en ingénierie, ça aide beaucoup parce qu'on est déjà Ouais. un peu à cheval entre quelques disciplines dans les mathématiques. Et ensuite, un doctorat en intelligence artificielle. Et donc, je me suis spécialisée dans le traitement des données massives dans le domaine du transport. Ma thèse de doctorat a porté sur ça. Développement d'algorithmes pour la prédiction des temps de parcours, la gestion optimale. Donc, il y avait une partie méta-heuristique, méthode exacte, donc tout ce qui est algorithmique. Waouh, t'as perdu Et, tout le monde là. Ah, et vas-y, vas-y. je vais essayer de rendre ça beaucoup plus simple. Et aussi, l'autre partie, c'est comment tirer profit d'une base de données qui, a priori, en tout cas à l'époque où j'ai fait mon doctorat, les gens ne pensaient pas qu'on pouvait tirer énormément de bénéfices d'une base de données Ouais. où on se contentait juste de collecter de la data et de la storer. Finalement, parfois, on faisait des backups, d'autres fois non.
Et heureusement, donc mon sujet de thèse était très appliqué. J'ai eu la chance de travailler avec des entreprises où ça aboutit à de la R&T, donc de la recherche et technologie. Et ça, c'est un avantage quand on travaille en intelligence artificielle, c'est que on peut faire de l'IA fondamentale. Donc, quand je dis IA, c'est intelligence artificielle. Comme souvent, on peut faire de l'IA appliquée et trouver des réponses à des problématiques industrielles qui sont génératrices de valeur ajoutée et pour l'entreprise, mais également pour la société de façon générale. Ok. Et après cette thèse, du coup? Après cette thèse, j'ai continué dans le domaine de la recherche en Amérique. Et finalement, en 2020, je suis rentrée au Maroc pour diriger un laboratoire d'intelligence artificielle au sein de l'Université Euromède de Fès, au sein de cette même structure. Et quand on fait ses preuves, quand on est dynamique, ce qui n'est pas très évident, parce qu'il y a eu la période Covid. Et finalement, on pourra peut-être en parler, mais cette période Covid-19, elle m'a ouvert beaucoup de portes, contrairement à ce qu'on peut penser. C'était une conjoncture qui a beaucoup facilité le paradigm shift, donc la conversion du paradigme chez plusieurs personnes qui ne savaient pas ce que c'était que le digital, l'IA. Et avec ces 2 années où tout le monde était bloqué, ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Au retour, on a eu beaucoup de projets. Et, voilà, je pourrais ensuite revenir plus en détail sur quelques projets qui me tiennent beaucoup à cœur. Yes, c'est prévu. Oui. Ok, good. Du coup, là, tu parlais du Covid et un peu de l'impact que ça a eu. Toi, de ton côté, sur ta carrière et sur ta vie, ça s'est passé comment? Alors, je commence par le côté professionnel. Alors, à l'université, bien sûr, il y avait pas tous les cours étaient en remote, étaient à distance. Et il a fallu s'adapter, mais je pense que l'enseignement supérieur, c'est vite. Je pense qu'on a repris après 6 mois. Les 4 premiers mois étaient vraiment un lockdown très, très serré. Et puis après les 6 mois, nous avons repris les cours dans un mode hybride, remote mais les activités de recherche. Et ça, c'est le très grand avantage, c'est que on fait de la recherche dans sa chambre, dans un jardin, donc il suffit d'avoir les moyens et d'avoir la concentration pour. Donc, on a continué à faire de la recherche et l'enseignement, il a repris quelques temps plus tard. Sur le côté personnel, bien évidemment, je pense comme toutes les personnes, être enfermé, ne pas pouvoir sortir, surtout pour des personnes qui ont très longtemps habité en Amérique du Nord. Pour nous, le retour au Maroc était un retour pour nous réunir en famille, entre amis. Et ça a été rendu compliqué, voire impossible pendant quelques mois. Alors, sur le plan personnel, c'était un peu difficile, mais on essaie de réorienter cette énergie vers la recherche, ce qui fait que tu le sais très bien. Quand on dispose de temps, on ouvre son ordinateur et on code. Et donc, c'est un mal pour un bien et inversement. Ok, super. Tu commences à parler des mots que j'aime bien. Du coup, tu as parlé de code un petit peu. C'est quoi ta stack favorite quand tu codes? Alors, je code en Python principalement parce que je fais du développement d'algorithmes, des plateformes d'aide à la décision basées sur l'IA. Donc, c'est principalement du Python. Mais je code également en R quand il faut créer des dashboards et mieux expliquer aux clients qui peut être aussi une classe de débutants, d'ingénieurs débutants, leur expliquer pourquoi R est un langage puissant quand il faut visualiser la donnée. Donc, c'est principalement dans ces 2 langages. Cool. Le R, j'en ai fait un petit peu chez Johns Hopkins University. Ils ont des cursus en ligne et ils commencent par du R plus que du Python. C'est passionnant, mais moi, je viens du monde du web, donc ça a été un peu difficile au départ. Et alors justement, j'en parle un petit peu. Tu sais, il y a cette tendance aujourd'hui à se former en ligne, beaucoup sur, pour certains, juste 2 exemples, 2 ou 3, même Coursera, TEDx, Udemy. C'est des plateformes qui sont très à la mode. On voit des fois des formations qui sont suivies par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de toi qui es dans la recherche et dans l'éducation, de ces plateformes en ligne versus ce que vous proposez aujourd'hui à l'université? C'est une excellente question, Erwan. Je pense qu'elle est tout à fait légitime dans cette période où les choses changent beaucoup. Mais tu le sais, je pense, on fait partie de la même génération. Je pense aussi que
ayant fait ce choix-là, je pense, contrairement à quelques invités que tu auras, Ouais. de m'orienter vers l'académique, la recherche, l'innovation, c'est que j'y crois quelque part, parce que j'aurais très bien pu justement avoir un autre choix. Ce choix-là, j'y crois parce que je suis intimement convaincue que la méthode d'enseigner, la pédagogie doit être modifiée pour répondre à des besoins qui sont réels. Mais en même temps, on ne peut pas se passer d'une structure comme une université, comme une école en général. Il faudrait maintenant repenser un modèle où on allie les deux. Moi, je le dis à mes étudiants. Si vous pouvez trouver l'information en ligne, mais ils sont perdus. Il y a tellement d'informations qui sont inondées. Je veux bien croire qu'à notre niveau, on identifie le besoin à combler et là, on va le combler de façon précise. Mais un étudiant qui vient d'avoir son bac, c'est très difficile. Alors, il faut une structure où on lui apprend à chercher l'information, à ne pas boycotter ni à vilipender les cours en ligne. Je ne pense pas que c'est la bonne approche actuellement, ou les outils comme ChatGPT, mais il faudrait structurer la pensée de l'étudiant pour qu'il puisse trouver la bonne information. Aussi, ces outils, la plupart ne sont pas du adaptive learning, donc ils considèrent que tout le monde croit ou évolue à la même vitesse, tandis que quand on a un professeur, généralement, il y a de l'adaptation par rapport au profil qu'on a en face de soi. Ouais. Donc, je pense que les outils en ligne ne pourront, à mon sens, jamais, mais difficilement se substituer à l'université. Maintenant aussi, c'est à l'université de repenser son modèle pour qu'elle puisse s'adapter à ces nouveaux outils où on trouve l'information. Donc, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis, au contraire, je les pousse à chercher l'information, mais au préalable, on essaie de faire une tête bien faite avec des canaux bien précis et bien évidemment, le reste, il faudra, surtout dans nos domaines, les choses évoluent à une telle rapidité, je leur dis, moi j'ai eu mon doctorat il y a quelques temps, les choses évoluent rapidement. Si je ne fais pas de façon hebdomadaire une veille technologique, une veille scientifique, on est très rapidement dépassé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En tant que professeur, ça doit... Enfin, je sais pas du coup si tu enseignes en même temps. Oui, okay. J'enseigne. Ça doit pas être facile parce que tu as à la fois ce savoir qui est lié à ton expertise et aussi à tout ce que tu as appris durant tes premières années d'études. Et il y a tout ce qui arrive aujourd'hui. Tu en as cité par exemple un exemple comme ChatGPT. Donc ça, c'est cool déjà que tu connais cet outil-là. Enfin, t'es clairement concerné, mais je veux dire, il y a plein de gens. Moi, j'ai plein de développeurs qui sont autour de moi qui font pas forcément l'effort de veille, et c'est dommage. Il y en a aussi qui le font, bien sûr. Donc, t'as vécu donc aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, au Canada plus précisément. T'as fait tes études là-bas, ensuite t'es revenu ici au Maroc. Et quel a été, du coup, parmi tout ton parcours, ton plus gros challenge que tu as rencontré? Donc, j'ai fait un passage par les États-Unis également, par Chicago. Comme ça, Erwan, c'est une question assez circonscrite dans le temps. Je te dirais, la fin de mes études au doctorat a été une période difficile. Les étudiants au PhD savent ça parce que... Alors, il y a deux types de cheminement quand on fait une thèse de doctorat. Ça aussi, ça peut peut-être intéresser ton audience. Alors, soit on peine à avancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu ou il n'y a pas les datas, soit on en a tellement qu'on veut faire beaucoup et qu'on n'arrive pas à finir sa thèse. En Europe, je pense que c'est 3 ans. Au Maroc, en tout cas, c'est 3 ans. Je pense que la France, c'est pareil. Au Canada, tant qu'il y a du financement, c'est-à-dire tant qu'il y a de l'intérêt, on peut continuer. Il y a une durée de 5 ans, mais on peut aller even beyond quand on a une autorisation. Donc, moi, j'avais un premier projet avec une industrie, j'avais un second projet avec une industrie, il y avait les papiers. Donc, à un certain moment, après 5 ans, après 5 ans, avec des solutions industrielles et des papiers scientifiques, j'ai trouvé ça, je commençais à trouver ça un peu difficile de rester dans la même dynamique, dans le même profil, vu que j'avais un background un peu différent parce que j'étais ingénieure, j'ai travaillé en entreprise. Ouais. Donc, il y avait toujours cette performance, comment un ingénieur évalue sa performance dans une boîte
versus tu es tout seul pendant 5 ans, bien sûr très bien encadré. J'ai eu la chance d'avoir de très très bons encadrants, d'être dans un centre de recherche reconnu mondialement par sa performance et par sa spécialité, son expertise, d'avoir côtoyé plusieurs nationalités chaque jour autour d'une table. J'avais de la chance parce que je pouvais parler italien, chinois, enfin la plupart du temps j'entendais parler italien, chinois, espagnol, mais j'arrivais portugais, donc j'arrivais à déceler quelques mots-clés. Et ça, c'est une richesse. Mais au bout de 5 ans, il fallait dépasser ce stade-là pour passer à autre chose. Donc, je te dirais que c'est pas un cap difficile, mais c'est un cap. D'accord. C'est quelque chose qu'il faut savoir dépasser en famille, en couple ou seul. Et le deuxième, pas moment difficile. Je parle plutôt de moments où je suis sortie de ma zone de confort. C'était mon retour à mon pays natal. Après avoir passé plusieurs années, être partie à 19 ans, être retournée la trentaine dépassée, Erwan, les choses changent autour de soi, ses amis, sa famille, l'environnement. Il y a un effort d'adaptation qu'il faut faire pour trouver un équilibre professionnel, personnel, mais tout simplement un équilibre. Donc ça aussi, c'est un moment d'adaptation, un nouveau monde professionnel, de nouvelles personnes, une nouvelle culture. Et on s'adapte, on essaie de se faire une place et surtout chaque jour, on essaie de se dire, moi, à la fin de ma journée, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, généralement, je rentre très tard, je me dis, est-ce que ça a été une journée où j'ai eu un impact ? Et généralement, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je me dis, j'ai eu un impact, parfois petit, parfois plus conséquent, lors de grandes décisions, comme pour des projets de recherche. Mais généralement, quand on a cet impact, donc on se dit, on est à la bonne place et on continue de faire. Le lendemain, on se réveille avec la même envie de refaire la journée précédente. Ok, alors là, tu m'as ouvert une porte ouverte. Ok. Donc, si je résume, ton plus gros challenge, ça a été à la fin de ton doctorat, de switcher un peu de vie, de passer du monde du doctorat à un autre monde, en fait. Et ton retour au Maroc, qui est... du coup, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de MRE, donc Marocains résidant à l'étranger, qui revenaient au Maroc et qui avaient tous un peu justement la même sensation que toi, c'est-à-dire il faut s'habituer en fait, puisqu'eux ils y ont vécu quand ils étaient enfants, adolescents ou jeunes adultes, et ils sont partis pendant des fois 5 ans, 10 ans. Et forcément, voilà, les choses changent. Et les habitudes qu'ils ont créées à l'étranger, il faut les retravailler pour recréer des nouvelles habitudes ici. Et moi, ça m'a choqué, parce que quand je suis arrivé, pour moi, c'était moi le touriste. Mais en fait, non, les Marocains résidant à l'étranger qui reviennent sont aussi, doivent aussi s'adapter. Et donc, tu m'as parlé d'impact. Tous les jours, tu essayes de mesurer un petit peu l'impact que tu as dans le monde de la tech ou peut-être dans la vie des gens. Du coup, c'est quoi pour toi avoir un impact ? Et quel a été ton plus gros impact à ce jour ? Bon, c'est difficile d'avoir des réponses dans l'absolu comme ça, mais on peut parler de quelques projets en relatif. Le premier a été de faire connaître une expertise féminine, marocaine, mais aussi canadienne, en intelligence artificielle. Très souvent, Erwan, quand j'ai pris la parole dans des conférences internationales ou dans des événements à l'échelle nationale, on est toujours surpris, j'insiste sur cette dimension internationale et nationale, sur le fait que d'abord, quelqu'un qui parle d'IA a moins de 35 ans. D'accord ? Donc, ce qui pour moi ne devrait pas choquer parce que ce n'est pas une discipline. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est qu'on ait 60 ans, par exemple, et qu'on puisse dire qu'on est diplômé d'IA. Ça scientifiquement, techniquement, c'est pas possible. Donc, au fait, c'est une jeune discipline. Donc, il faudrait voir donc, le fait de promouvoir des jeunes qui ont cette expertise-là, de plus sont des femmes, pour moi, c'est déjà un impact. D'accord ? Prendre la parole, communiquer sur ça. Je pense qu'il y a déjà ce qu'on appelle role models, des jeunes filles qui voient ça et
pour qui il y a elles font une projection d'elles-mêmes. Ça, c'est très important. Donc, de faire connaître cet écosystème marocain, local, avec une figure féminine et peut-être aussi d'une génération qui est plus jeune. Ça, c'est important. Le deuxième, c'est de faire avancer ce domaine-là dans son propre pays. De voir que nous avons obtenu un projet avec ASRIC, donc l'organe d'innovation et de recherche de l'Union africaine. Nous collaborons avec plusieurs, le Maroc Lead, sur un projet sur une thématique des plus importantes, la souveraineté alimentaire, l'agriculture, l'irrigation, surtout quand on voit les changements climatiques et leur impact sur la rareté de l'eau. Donc, avec une collaboration africaine sur une question de souveraineté cruciale, et ramener ça à l'échelle de l'université, de l'innovation, impliquer des étudiants, les former sur cette question. Pour moi, ça, c'est un très grand impact. Diriger une école comme l'EDIA à l'Euromed, où là, on sait qu'on va former une relève, parce que c'est très bien d'avoir de l'innovation de façon circonscrite dans le temps. Mais, je sais pas, dès qu'on a retired, on est à la retraite, ou on n'est plus là, on sait quoi l'intérêt. L'idée, c'est d'être sustainable dans le temps. Ouais. Et pour être soutenable, durable dans le temps, il faut former d'une bonne qualité. Moi, chaque fois que je vois des étudiants et des étudiantes, d'ailleurs, pour la petite histoire, l'EDIA a 52% de filles. Wow. Et c'est toujours un plaisir quand on sait qu'on est seulement 22% de professionnels d'IA dans le monde. Donc, pour moi, justement, c'est ça, faire bouger les choses. Ouais. C'est savoir qu'on forme des leaders de demain sur une thématique de la transformation digitale ou de l'IA, et qu'il y a des femmes qui vont pouvoir contrebalancer les biais algorithmiques, les biais du genre, les biais de la race. Donc, c'est ça aussi, ça fait beaucoup plaisir. Je suis également titulaire d'une chaire. On m'a donné ce privilège-là d'être, et cet honneur, et cette grande responsabilité avant tout, de promouvoir l'IA auprès des jeunes filles et des femmes, parce que c'est bien d'offrir des bourses et d'encourager les filles qui sont dans mon école, mais au fait, bien en amont, il faut se faire ça chez les petites filles de 7 ans, 8 ans, parce que c'est là où on perd. On n'arrive pas à retenir, le taux de rétention est très faible à ce niveau-là. Donc, au fait, il faut travailler à ce niveau pour préparer. Souvent, Erwan, ça passe juste par la chaire ICESCO UMF fait des AI bootcamp, donc on essaie d'expliquer l'IA de manière très vulgarisée, with no tech, donc sans tablette, sans rien du tout. Et là, les étudiantes regardent, expérimentent, apprennent à réfléchir. On n'a pas la prétention de dire qu'en 1 ou 2 journées, mais c'est une immersion qui les marque. Donc, pour se dire qu'on est capable, on est capable d'être scientifique, de s'orienter. Il ne faut surtout pas lâcher l'école. Donc voilà, c'est un impact à plusieurs échelles. Ok. Alors, du coup, ouais, c'est justement, c'était un peu le sujet que je voulais aborder avec toi. Moi, je me rappelle, dans mon école d'ingénieur, on était dans la promo à Laval, on était 50 et il y avait 5 filles, donc c'est vraiment 10%. Et à l'échelle de Laval-Paris, c'était pareil, c'était autour des 10%. Là, déjà, 20%, c'est pas mal en IA. Je trouve que ça veut dire que ça change. Ou c'est peut-être parce que c'est l'IA et que ça attire peut-être plus. Petite pause dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour toujours avoir les dernières mises à jour de ce podcast. Likez et commentez, ça nous aide beaucoup. Ou partagez à tout votre entourage. Est-ce que tu penses que toi, en tant que justement directrice, le fait qu'il y ait une figure féminine à la tête de l'établissement, ça a du coup apporté plus de mixité et du coup ça a amené plus de personnes et plus de filles, de femmes à aller vers l'IA? Moi, je l'espère. Ouais. Mais concrètement, je suis rentrée au Maroc en 2020.
Cette école a vu le jour en 2019. En 2019, la première promotion comptait déjà 52 ou 53%. Donc, je pense que aussi l'identité de l'université va en faveur d'une égalité femmes-hommes. On est très ancré sur ça, le quota des bourses est regardé en fonction, les bourses sont attribuées en fonction de ce critère-là. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les leviers positifs qu'on crée dans des sociétés ou dans des organismes, le quota des femmes, des personnes handicapées, etc. Mais moi, j'ai toujours pensé, je le dis d'ailleurs parce que j'assume ces propos-là, je pense qu'en tant que société mondiale, universelle, il faudra qu'on passe par une transition qui est de forcer un petit peu la main de façon pour que le numérique soit balanced. Et à un certain moment, les choses vont se faire naturellement. On n'aura plus besoin de ces leviers. Bien évidemment, quand je parle de levier positif, c'est à compétence égale engager une femme. Parce que c'est nuire à une femme que de l'engager si elle n'est pas compétente ou si elle ne fit pas dans le poste. Ça, on est d'accord que ce n'est pas ça le levier positif. Ouais. Le levier positif, c'est de ne pas calculer ses ressources humaines, de prétendre qu'on est à 60% ou 50% quand on comptabilise les tâches, les postes à tâches routinières, assistantes, etc. Ce sont dénigrements d'aucune profession, mais c'est très rare qu'on retrouve des femmes dans des conseils d'administration. C'est très rare dans des universités qu'on retrouve des femmes présidentes ou vice-présidentes. C'est très rare qu'on retrouve des femmes chefs d'établissement en ingénierie. Alors, c'est ce type de poste qu'il faudra valoriser parce que souvent, c'est ces postes-là qui offrent cet impact-là, comme tu l'as dit. Mais je pense clairement que il y a en tout cas les parents, quand ils viennent, ils sont très surpris de me rencontrer. Ils pensent, parce que souvent aussi, je suis dans un mood un peu décontracté, mais effectivement, et c'est ça. Il ne faut pas juger la personne par rapport à son dress code. Il faut juste juger la personne à sa compétence. Et nous, les gens de la tech, généralement, on est défavorisés de ce côté-là. Ouais. Parce qu'on a... Ça aussi, c'est important, Erwan, je pense, parce qu'on souffre d'un stéréotype. Le geek. Par excellence. Ouais. D'ailleurs, je porte des lunettes. Je ne les porte pas aujourd'hui, mais je les porte d'habitude. et je spoil toi aussi. Ouais. Et puis, c'est bien comme ça aussi. On code en hoodie, mais c'est bien comme ça. Mais je pense que c'est pas ça le plus important. Bien évidemment, il faut respecter quelques événements en étant habillé en conséquent. Mais le plus important, c'est ce qu'on ramène concrètement. C'est l'impact qu'on a dans sa famille, sa structure, et je commence par la famille, la structure, la ville et le pays. Et l'humanité, maintenant, il y a plus de frontières, parce qu'on ChatGPT, c'est OpenAI, c'est pour démocratiser un modèle qui est né en 2018. Les gens pensent que c'est une naissance de 2022. Donc voilà, finalement, il n'y a plus de frontières, même si on pense qu'il y a des frontières. Mais le digital a aboli ces frontières-là, et c'est tant mieux. Ok, cool. Donc... gros impact sur la vie des femmes. Je l'espère. J'espère aussi. Un impact, en tout cas. Ouais. Et tu as parlé aussi des projets. Tu as cité un peu... tu as parlé du réchauffement climatique et de comment on fait pour se nourrir dans un pays comme le Maroc où justement on est basé sur l'agriculture, mais on est aussi du coup basé beaucoup sur la météo. Mais je crois que le projet dont tu parlais concernait presque toute l'Afrique ou que le Maroc du coup? C'est un projet africain qui est porté par le Maroc, mais dans les retombées et les conséquences les conséquences positives, bien évidemment, seront appliquées dans 5 pays africains. Les 5 pays en question couvrent largement les différentes spécificités de l'Afrique. Donc, Afrique du Nord, Est, Ouest et Sud. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Comment il est né? Comment le Maroc a été défini comme le porte-étendard et comment tu le mènes au quotidien. Petite pause dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour toujours avoir les dernières mises à jour de ce podcast. Likez et commentez, ça nous aide beaucoup. Ou partagez à tout votre entourage.
Très bien, merci de me donner la tribune pour parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, au fait, ce projet-là est né d'une présence à un congrès, le congrès Afrique au Kenya, il y a 1 année et demie à peu près. Quand on va à un congrès aussi important, de si grande envergure que celui de l'Union africaine, sur l'innovation et la recherche, bien évidemment, il y a des intérêts. Chaque pays ou chaque région a un intérêt à porter une problématique parce que le flagship project, c'est des projets à très fort impact sur une très courte durée. L'objectif, c'est pas de faire de la recherche fondamentale, mais d'arriver avec une solution pour répondre à une problématique. Nous le savons tous, en Afrique, il y a des problématiques liées à la santé publique, à l'hygiène, etc., qui ont souvent eu du financement. Mhm. Mais au fait, ce jour-là, j'ai fait le plaidoyer d'un projet Mhm. qui, à mon avis, peut, selon certaines personnes, être secondaire d'un point de vue priorité par rapport aux besoins de notre continent, mais qui, en effet, je l'ai cru humblement, mais je peux avoir tort, qui est générateur d'une richesse Ok. économique et sociale, et qui va pouvoir ramener de l'attrait et de la capacité, empowerment, pour résoudre beaucoup de problèmes, y compris ceux qui ont été proposés. Et bien évidemment, ce projet a été accepté. C'est un projet qui est porté par notre pays et avec la participation de 5 autres pays, qui implique le recrutement de doctorants issus d'Afrique subsaharienne, mais du Maroc également, de chercheurs, de consultants, d'équipes, un consortium. Et chaque pays a une force. Un pays a une force parce qu'il a un laboratoire de capteurs. Nous avons une spécialité dans le software, dans tout ce qui est développement d'algorithmes. Et l'Égypte avec le centre de collecte de données, l'observatoire. Donc, au fait, il y a une complémentarité. Mhm. Et on se complète et finalement, on aboutit à un produit 100% africain, fait par nous, où on comprend quelles sont les limitations des autres outils existants, pourquoi on ne les utilise pas, parce qu'ils ne répondent pas à nos besoins. Mhm. Donc, il faut comprendre le besoin, développer une technologie. Nous avons toutes les capacités. Il y a des chercheurs africains très brillants dans ce continent-là et ailleurs. Et donc, voilà, nous travaillons sur un prototype hardware, software, donc qui combine et la partie capteur, un kit, et la partie software qui, elle, est entièrement basée sur l'IA, pour offrir à un agriculteur moyen, un agriculteur, quel que soit son niveau, la taille de l'exploitation agricole, puisse moderniser son exploitation, mieux utiliser, voire utiliser de façon optimale les ressources qui sont à sa disposition. Je parle d'eau, de fertilisants, de semences. Souvent, il n'y a pas que l'eau. Ce n'est pas du goutte à goutte. On est sur des technologies beaucoup plus adaptées aux conditions climatiques. Voilà. Nous nous substituons également. Ce projet se veut comme substitution à un des plus grands logiciels qui est créé, en tout cas mis en exploitation, mis à disposition par la FAO, Food and Agriculture Organization. Et nous, on substitue parce qu'on trouve qu'il y a des lacunes à cet outil-là pour l'Afrique. Et là, c'est vraiment un très grand projet multidimensionnel, mais je pense que j'ai donné plus ou moins les grandes lignes. C'est excellent. Du coup, en fait, tu as été envoyé pour proposer une idée, tu as pitché un projet. Oui, on peut dire. Et il a été accepté. Et du coup, là, on voit vraiment l'union dans l'Union africaine, parce que tu as parlé de tous les pays qui étaient impliqués par leur spécificité. Donc, c'est top. Donc, gros impact aussi sur cette partie-là. Est-ce que souvent, quand on vient du monde de l'entreprise, on voit les chercheurs comme les gens qui font des choses dans un laboratoire. Je stéréotype. Et ça sort jamais du laboratoire. Est-ce que vous avez une roadmap? J'imagine que oui, mais je veux dire, quelles sont les dates clés de cette roadmap-là, du coup? Pour ce projet-là en particulier? Ouais, est-ce que... Alors, dans moins d'1 mois, je repars au Kenya pour présenter les premiers projets issus de ce consortium.
Le doctorant. Donc, nous avons des papiers qui sont sortis, nous avons un brevet qu'on a déposé. Donc, c'est bien que tu en parles parce que ça me permet d'en parler aussi de façon un peu plus large. On peut quantifier une production scientifique par des articles scientifiques, par des brevets, par des participations à des congrès internationaux, etc. Je pense aussi qu'il faut, je te l'ai dit, on est très chanceux d'être dans ce domaine-là. Moi, dans l'IA et dans la science des données de façon générale, parce qu'on a ce privilège-là de pouvoir appliquer des choses qu'on développe ou qui sont déjà développées, mais qu'on trouve un créneau où ça n'a pas encore été appliqué. Je dis souvent à mes étudiants, quelque chose que mon directeur de recherche me répétait souvent, un très grand homme, il me disait, c'était en anglais, mais il me disait, si tu veux être la meilleure, il faut être la première ou il faut être la meilleure. Soit on est sur si tu veux réussir, soit on est les premiers ou on est les meilleurs. Donc, soit je dis à mes étudiants, on reprend un use case, mais là, on tune l'algorithme et on change la fonction de reward ou quelque chose comme ça pour qu'on ait de meilleurs résultats, un meilleur computing time ou de meilleures performances. Ou on choisit d'appliquer quelque chose qui est connu, un réseau de neurones connu, une architecture de deep qui est connue, et on l'applique à un use case où on l'a jamais utilisé. Et là, on est les premiers. Donc, au fait, c'est ces deux schémas qui nous permettent d'avoir les meilleurs résultats. C'est marrant. Vas-y, je t'ai coupé, mais j'allais dire, si on fait le lien avec le domaine de la startup, on parle souvent de stratégie océan bleu, océan rouge. L'océan bleu, c'est l'océan qui n'a pas encore été découvert. C'est un peu le paradis. Tu arrives là-bas, waouh, c'est génial. C'est un marché en fait qui n'a pas été découvert, un petit peu comme quand Uber est arrivé sur le marché. Océan rouge, c'est un marché où les requins sont venus et ont mangé 90% des pirates et de tous les gens qui passaient par là. Donc, c'est rouge de sang, en fait. Et du coup, voilà, quand tu es dans l'océan rouge, tu dois être le meilleur pour survivre. Et quand tu es dans l'océan bleu, tu as été le premier, du coup, à arriver à découvrir. Donc, c'est exactement ce que tu décrivais. Et ben, c'est cool que tu partages ça, du coup, dans ta formation et à l'université, qu'ils aient ce mindset-là des... Oui, j'allais ajouter un dernier point, pardon, Erwan. Donc le fait de pouvoir mesurer. Souvent, les gens se trompent parce qu'ils pensent qu'un chercheur n'est pas tenu de résultats, mais non, il est tenu et c'est des résultats qu'on peut quantifier. Le deuxième point étant dépendamment du domaine, mais là, on a de la chance, on est sur un domaine très applicatif. Et le troisième point, c'est cette culture nord-américaine. Je pense que c'est très typique à cette partie du globe, ou peut-être un peu l'Asie aussi, ça certainement, où on est sur une culture où la recherche et l'innovation en université est driven et portée par les problèmes industriels. Ils investissent, ils créent des chaires, ils financent des thèses. On n'est pas sur ce modèle-là encore au Maroc, un peu en France, mais en tout cas, et ça crée une dynamique socio-économique où on fait de la recherche parce qu'elle répond à des besoins spécifiques et on intensifie dépendamment du financement qu'on reçoit. Et donc, le mindset du doctorant qui rentre une page blanche ou à l'ingénieur, on n'est pas là pour passer des journées à réfléchir à quelque chose qui peut-être ne servira pas. On est là parce qu'il y a une problématique bien définie, des objectifs tracés et que tout ce qu'on fait est porté par cette direction-là. Donc, je pense aussi qu'il y a quelque part un mindset américain, nord-américain qui fait en sorte qu'on pousse vers trouver la solution à des problèmes concrets. Ouais, et je pense que ça se voit même dans... la façon dont tu as pitché. Parce que quand tu as présenté tout à l'heure le projet, tu as mis tout de suite en avant les retombées économiques et sociales que ça allait avoir pour le pays et le continent, avant même de présenter ce que c'était. Tu as commencé vraiment par le why. On appelle ça justement pareil en marketing le cercle d'or. Présenter le why,
après le how et après le what. Et souvent, quand tu arrives sur une landing page d'un site qui présente un service, et bah, la tagline, ça va être le what. Et à contrario, le cercle d'or, en fait, vient de Apple, qui lui, se définit par on veut briser le statu quo. Ils commencent par ça. D'ailleurs, leur première publicité qui avait fait un grand buzz pendant les compétitions sportives américaines, là, je sais plus, le truc énorme, le Super Bowl. Le Super Bowl, Voilà. oui. Et il commençait par le why. Et t'as commencé par le why, du coup, quand t'as présenté le... J'ai même pas fait attention, Ouais. mais merci, j'apprends beaucoup avec toi sur ces théories-là, très intéressantes, et de voir finalement, mais c'est ça que je te disais, quand on part très jeune dans n'importe quel pays, culture, on est imprégné. Je pense que si on fait une immigration à 30 ans, on est moins impacté que quand on part à 18 ans, on est frais, on est avide et on s'approprie la culture plus rapidement. Donc, tu l'as remarqué, mais merci Cool, Arman, cool. j'ai appris. Bon, du coup, maintenant, on va parler un peu plus de comment ça se passe lorsqu'on est data science. On dit data scientist plutôt, je dirais. Ouais, data science, c'est la matière, excuse-moi. Nous, il y a 3 choses qu'on mesure beaucoup à Flow Digital. C'est la communication, la qualité et la performance. C'est ce qui nous permet en fait de voir un petit peu si tout se passe bien en entreprise pour nos développeurs qui sont chez nos clients. Donc, si je devais te poser la question, comment tu mesurerais la qualité de ce qui est produit par un data scientist? Comment? Et même, qu'est-ce que tu mesures? Je te parle de qualité en général. Comment vous attaquez le sujet, en fait? Je peux prendre l'exemple d'un projet de recherche en particulier. Donc, il y a 2 aspects. Est-ce que la solution que le data scientist a produite, est-ce qu'elle répond au problème? Donc, ça, c'est rapidement vérifiable. On roule le code, on vérifie, on mesure avec une métrique donnée, un F1, une accuracy, peu importe. Et là, on regarde les objectifs. Ça, on est toujours sur du numérique, sur du chiffrable, sur du quantifiable. Et ensuite, mes étudiants, d'ailleurs, j'ai recruté mon dernier doctorant il y a quelques semaines. Je lui ai dit bienvenue, parce qu'il venait d'un pays subsaharien anglophone, donc bienvenue, etc. Et après avoir tout expliqué, je dis bon, là, je te donne le GitHub, on crée un GitHub et tu mets, et moi je vérifie. Et moi, je suis toujours très, très curieuse. C'est comme si finalement quelqu'un me donnait une révélation sur lui-même, en sa qualité professionnelle, bien évidemment. Quand je vois le code, la façon dont il est écrit, l'élégance de l'écriture, parce que les gens pensent que c'est toujours linéaire, mais ça ne l'est pas. Il y a une élégance de structure et une optimisation qu'on fait dans les fonctions qui permet d'optimiser le temps de calcul. Ouais. Et ça, c'est finalement comme s'habiller. C'est très personnel et ça varie d'une personne à une autre. Donc, oui, il y a des moyens pour voir. Le premier, bien évidemment, est-ce qu'il répond aux expectations, à la demande du projet ou du client? La réponse est oui. Maintenant, c'est dans la forme. Est-ce que ça le fait dans le temps qu'il faut? Ça le fait rapidement. Souvent, j'ai des data scientists, des étudiants là en ingénierie, du coup, qui trouvent la solution, mais qui n'est pas du tout adapté à une utilisation en real time. D'accord. Je leur dis, ça répond pas au... Donc oui, il y a plusieurs façons de mesurer. Il y a l'efficacité, l'efficience. Donc, est-ce qu'on fait la chose très bien, mais est-ce qu'on fait la chose en optimisant les ressources, le temps, le computing time et l'effort de calcul? Ça, c'est l'efficience. Donc, moi, je mesure selon ces 2 façons-là. Ok. Super, tu as parlé aussi de code review. On fait un petit peu ça, on fait très souvent ça, même c'est une très bonne pratique. Et de ce que tu mesurais. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment tu le mesures. Est-ce que tu le mesures, entre guillemets, à la main, ou est-ce que vous avez des batteries de test ou même des outils que vous utilisez pour tester vos algorithmes, et comment vous les testez en fait?
Alors là, pour le coup, on distingue 2 niveaux. On distingue le niveau postgrad, où là, c'est les doctorants, et les postdoctorants. Là, on est sur de quelque chose de beaucoup plus expert, où là, c'est du manuel. On regarde, j'évalue ligne par ligne ou bloc par bloc. Et souvent, on est face à des experts quand même, donc des ingénieurs souvent d'informatique, qui ont déjà eu de l'expérience. Donc, on est des personnes qui savent Ok. de quoi ils parlent et comment coder. Donc là, j'ai beaucoup moins de difficultés. La principale difficulté n'est pas dans le code Erwan, mais elle est dans la pensée algorithmique. Donc le développement de l'algorithme lui-même. Ouais, parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Moi, je suis du monde du web et toi qui étais dans le monde de l'algo, en fait, nous, on fait finalement très très peu d'algo. Des fois, on en fait passer beaucoup dans les tests techniques. Chez nous, pas beaucoup, mais dans plein de boîtes, dès le recrutement, ils font des tests techniques sur l'algorithmie. Et c'est vrai que finalement, côté back-end, ça représente 10% de notre temps à peine. Alors que toi, ça doit représenter 90%, j'imagine, ou 100%. Facilement le complémentaire, effectivement. Facilement 90%. Et alors, comment tu fais quand tu vois que... Enfin, comment tu... J'allais dire comment tu décris la logique, mais ça doit être super dur. Et souvent, avec un doctorant, entre un doctorant et son superviseur, c'est un travail de co-construction. Donc souvent, l'étudiant n'arrive pas à un algorithme tout seul. C'est un travail de lecture, de relecture, d'orientation, un congrès, on a une idée, on s'appelle, on se réunit de façon hebdomadaire, on en discute, on bâtit, on corrige. Et c'est ça qui est important. Ça aussi, c'est très bien que finalement on puisse y arriver. Parce que la façon, en tout cas quand je suis arrivée au début ici, je ne parle pas de mon université, je parle de quelques structures, j'ai pu demander à quelques doctorants, mais moi, je n'ai jamais vu mon superviseur pendant 1 an. Pour moi, ça, c'est juste inadmissible parce que c'est un travail de co-construction. Et pour tirer bénéfice de cette expérience qu'un superviseur a, il faut la transmettre. Et la transmission se fait par des réunions, un échange. Donc, on est dans un travail de co-construction où là, quand on arrive à rédiger l'article ensemble et quand il y a la partie algorithme 1, 2, 3 qui décrivent un peu toute la méthodologie, je suis déjà satisfaite, j'ai déjà cautionné la méthode. Maintenant, le défi est dans le coding et transcrire l'algorithme. Généralement, ce n'est pas une tâche complexe. La plupart du temps, la quasi-totalité du temps, ils réussissent très bien. Et on travaille en plus quand on est sur du real-time, comme pour le projet avec l'Union africaine ou le projet Europe, que d'ailleurs, si on peut en parler, d'ailleurs, c'est principalement le même sujet, presque. On est sur du real-time, donc là, la performance de l'algorithme est très importante. Là, je vais aller regarder, scruter, faire des tests. Et souvent, pour faire du real-time en IA, il faut retravailler l'algorithme. D'accord. Souvent, il y a du reverse engineering qu'il faut refaire, qu'il faut faire en tout cas. Maintenant, pour les étudiants en ingénierie, là, ils ont plein de cours, c'est différents professeurs, hommes et femmes qui les donnent, mais ça dépend du cours, effectivement. On leur apprend dans les cours de base de code, de codage, on leur apprend à faire du rétro review, donc comment optimiser un peu le code, mais comment vérifier bloc par bloc. Et plus ils avancent, plus ils sont un peu plus autonomes. Ok. C'est deux niveaux d'expertise qui sont différents. Ouais. Donc, on a parlé un peu de la qualité. Est-ce que vous avez cette logique de performance aussi, c'est-à-dire de délivrer le projet à une date précise ou de délivrer régulièrement des deadlines? Et comment vous travaillez sur ça, en fait? Mais du coup, je souris un petit peu parce que c'est beaucoup moins stressant que ce que tu peux vivre, toi, au quotidien avec tes clients. Je sais pas, je veux pas faire de stéréotypes. Non, bien sûr, nous sommes tenus par des dates butoirs comme tout le monde, mais beaucoup moins strictes parce que moi, si
demain, mon doctorant vient m'expliquer que, d'ailleurs, c'est souvent le cas, où elle vient m'expliquer que le code roule toujours, elle a trouvé un bug, il a trouvé un bug, qu'elle n'a pas résolu ou qu'il n'a pas encore résolu. Donc, ça prendra le temps que ça prendra parce qu'il y a cette flexibilité, justement, si ça dure plusieurs mois, là, c'est problématique. Généralement, non. Mais je veux dire, on est un petit peu souverain de son temps jusqu'à une certaine limite. Ouais. Ce que je pense quand on est dans le monde de l'entreprise est plus difficile, ce qui peut justifier quelques nuits blanches ou quelques week-ends d'investissement. Mais ça peut nous arriver pour d'autres raisons. Ouais. Ça peut nous arriver parce qu'en tant que codeur, on s'acharne à trouver la solution. Ouais. Mais disons que le lendemain, on n'a pas ce stress d'avoir un client qui va nous dire « Non, mais moi, c'est date limite et au-delà, tu paies des pénalités ou on concilie ou selon la clause. » On a heureusement cette flexibilité. Et dans la recherche, c'est indispensable. C'est pas une activité intellectuelle qui se fait sous pression. Il doit y avoir un tout petit dosage de pression, mais j'ai l'impression que les étudiants, la plupart du temps, je suis dans une posture où je les rassure parce qu'ils se mettent de la pression eux-mêmes en tant que jeunes scientifiques. Donc, non, on a ce luxe-là et cette liberté. Tant mieux. Jusqu'à une certaine mesure. Ouais. Mais après aussi, c'est normal, hein, puisque voilà, tu travailles avec des étudiants qui ne sont pas forcément payés. Ou peut-être... Ils le sont tous. Ils le sont tous. Oh, ok. Très bon point. Ouais. Je pense que... Je ne pense pas, mes doctorants sont aussi bien payés que des ingénieurs qui travaillent en entreprise. D'accord. Ça, je pense aussi que c'est presque exceptionnel, mais attirer des développeurs pour qui le marché de l'emploi est d'un très grand attrait, c'est difficile. Attirer les meilleurs pour faire de la recherche de pointe, c'est difficile quand on n'a pas les moyens. D'accord ? Donc, une université qui ne se donne pas les moyens pour réussir sa recherche et ne réussira pas. Un pays qui n'investit pas dans son pôle recherche et développement, malheureusement, ne réussira pas. Donc, il n'est pas question de faire travailler des étudiants sans les rémunérer. Ok, super. Donc, la recherche, l'étudiant, d'ailleurs, la plupart sont mariés avec leur famille, il doit être à l'aise financièrement pour pouvoir justement avoir une bonne prestation intellectuelle. Donc, on a parlé de qualité, on a parlé de performance et on n'a pas parlé de communication, mais tu en as quand même un peu parlé. Tu disais que c'est super important finalement que le doctorant soit encadré et qu'il y ait un transfert en fait de compétences, de co-création. Comment vous communiquez dans vos projets? Quel type d'outils vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des méthodes de travail, de gestion de projet qui forcent la communication? On en a un peu en côté industrie. Voilà, je te laisse répondre. Alors, je peux te dire qu'ils sont tenus de faire au début de leur doctorat un diagramme de Gantt, donc ils connaissent un petit peu la structure d'un diagramme de Gantt, ils utilisent l'outil, mais ensuite, je ne peux pas t'assurer en toute honnêteté qu'ils vont faire le update de façon régulière, mais il y a des jalons, des examens au bout de certaines périodes qui les forcent à revoir un petit peu, à faire le bilan de leurs acquis. Il y a également des incitatifs à publier ou à produire, à faire une production scientifique. Ça aussi, c'est des incitatifs qui permettent finalement d'accélérer la durée de vie d'une prestation intellectuelle ou d'une activité intellectuelle. Donc, les étudiants sont ravis d'avoir leur deuxième article ou troisième, d'avoir un bonus et des choses comme ça. Donc, je pense très honnêtement, c'est de dire, moi je leur dis tout le temps, mon bureau vous est ouvert et on a des rencontres hebdomadaires au début. Dès que l'étudiant a une certaine autonomie, on peut espacer ça aux 2 semaines. Et parfois, il y a des périodes où on pense qu'il jouit d'une certaine autonomie, mais c'est là où il a le plus de questions parce que là, il est conscient de son sujet de recherche, des problématiques précises. Donc là, il vient à ton bureau chaque jour. L'idée, c'est qu'il n'y a pas, tu vois, Erwan, je ne viens pas du monde
de business, du management et des choses comme ça. Donc, et malheureusement, je n'ai pas fait cet effort d'aller, mais j'y vais par instinct. Et mon instinct me dit, et surtout par expérience, j'ai été à leur place il y a quelques années. Donc, je me dis, c'est quoi le... Moi, je pouvais communiquer avec mon professeur, je pouvais lui écrire, il pouvait me recevoir à 20h, il pouvait parfois me recevoir pour 10 minutes de science et 20 minutes de discussion personnelle parce que mes parents me manquaient beaucoup, parce qu'il faisait trop froid. Donc il y a cet aspect humain et professionnel et il faut juste être à l'écoute de son étudiant. Parfois, il faut les suivre de plus près. Parfois, on peut espacer, leur laisser justement le temps de développer cette autonomie. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas, mais il n'y a pas de méthode, un one size fits all, mais ça n'existe pas. Ok, donc tu t'adaptes aux problématiques que tu rencontres et tu suis ton instinct. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs font aussi. Tu as parlé tout à l'heure de recrutement. Tu as recruté un data scientist. Pour toi, avant même de parler de recrutement, c'est quoi un bon data scientist? Un bon data scientist est un profil, donc femme-homme, un profil qui va cerner la problématique. Tout d'abord, les gens, les data scientists sautent sur le résultat. Il faut d'abord bien comprendre la problématique parce que souvent, elle est, mais mal exprimée par le client lui-même. Donc, il faut faire un petit effort d'investigation pour aller bien identifier le problème. Ensuite, c'est de la partie la plus simple, j'ai envie de dire, c'est ce qu'ils savent faire, c'est de coder. Et la troisième phase, donc il y a la phase compréhension du besoin, circonscription du besoin, se mettre d'accord avec le client que c'est bien ce qu'on a compris qui est attendu. La seconde, c'est de trouver la réponse, donc de coder. Et la troisième phase, c'est de présenter et de convaincre en présentant. J'ai souvent des projets de recherche d'étudiants undergrad, du coup, où la solution, elle est très bien, mais soit on génère les mauvais graphiques, soit on n'arrive pas à expliquer une tendance, parce que souvent on a mal saisi la problématique de départ. Donc tout est bon dans la chaîne, sauf qu'on est dans la phase visualisation du tableau de bord ou des résultats, où là, et c'est un peu ça l'aspect technico-technique, et pas assez l'aspect managérial qu'un data scientist a. Donc, dans un monde idéal, on devrait maîtriser les 3 chaînons, les 3 phases au même niveau de performance. Ouais. Idéalement. Ouais. Maintenant, ceci ne veut pas dire que j'ai tout le temps réussi mes recrutements parce que souvent, enfin, pas très souvent j'ai réussi, mais il y a quelques fois où je n'ai pas réussi. Alors du coup, là, tu nous as expliqué qu'est-ce qu'un bon data scientist. Tu as parlé des 3 phases. Déjà, c'est très drôle hein, parce que les techs, de manière générale, la dernière phase, c'est toujours la phase la plus difficile. La partie finalement communication, expliquer son travail et le mettre en avant, se mettre en avant. C'est le moment en fait où la mise en valeur, oui. Où la confiance en soi en fait joue un rôle énorme parce que on peut avoir confiance en ce qu'on a développé, mais si on n'a pas confiance en soi au moment où on doit le présenter, ça se ressent. Et du coup, comment tu fais? Est-ce que tu fais passer des épreuves, des tests durant tes entretiens pour trouver ta perle rare? Oui, de façon très classique, une présélection sur CV, ensuite un concours, donc une entrevue où on pose des questions beaucoup plus techniques. Et voilà. Donc voilà, c'est principalement ces 2 étapes-là. Et on aboutit ensuite à une phase d'évaluation ou à une phase de démarrage où là, il est embauché. Et oui, et cette phase-là, elle te permet de voir un petit peu le candidat que tu as dû voir 3 fois de façon plus prolongée dans le temps. Est-ce que du coup, durant cette phase de recrutement, j'imagine que tu dois avoir quelques red flags, des trucs vraiment qui passent pas. Là, c'est sûr, ça va pas marcher. Est-ce que tu peux donner des exemples de red flags que tu as?
Je peux te donner plutôt je peux partager avec toi les raisons de quand je dis mauvais recrutement. C'est quoi un peu les choses qui se sont passées de façon très générale. Donc, il y en a eu deux. Un premier exemple où le projet de recherche, le projet sur lequel travaillait ce data scientist euh, était trop orienté IA, intelligence artificielle fondamentale, et lui, il était à la recherche de quelque chose d'appliqué. Donc, ça le gênait de penser et repenser à la solution parce que la solution n'était pas immédiate. Donc, j'assume cette responsabilité dans le fait où c'était le mauvais fit. Le profil était très bon, mais il n'était pas à la recherche de ce que le poste cherchait, exigeait. Ouais. Right? Donc, quelqu'un qui voulait plutôt être dans l'applicatif, plutôt dev, et le projet requérait un effort ça prenait du temps. Et il s'est ennuyé, et donc voilà. Donc, ça, c'était un mauvais fit. Le second, comment le dire tout en restant politiquement correct, c'est vraiment un petit peu la personnalité, dans le sens où ce projet requérait beaucoup d'investissement de soi, beaucoup de travail. Et on était sur un profil où on était, moi j'appelle ça le syndiqué, quelques heures par jour, pause café oblige, pause déjeuner. Donc on était vraiment sur... en tout cas, le type d'atmosphère que j'essaie de créer est une atmosphère d'engagement, où on me voit travailler, par exemple, jusqu'à 19-20 heures. Donc, en fait, on donne l'exemple d'un travail, d'un engagement, parce que, oui, bon, rien n'est demandé, rien n'est exigé, mais en tout cas, c'était un problème de rendement, clairement, dans ce cas-là. Donc, c'est les deux problèmes. Et le deuxième problème, peut-être qu'il découle, maintenant à en parler avec toi, peut-être qu'il découle du premier, parce que quand on met la bonne personne, et j'assume toute cette responsabilité, parce que quand on met la bonne personne au bon projet, sur le bon projet, au bon endroit, cette personne donne son maximum. Et au fait, tous les autres problèmes sont réglés. Donc, je pense clairement que c'est à l'employeur d'être très vigilant et de savoir ce qu'il demande ou ce qu'elle demande, et de choisir le profil en conséquence. Tu sais que j'ai encore remarqué un des critères des entrepreneurs. C'est vrai. Bon, après cette entrevue, je vais certainement devenir entrepreneur. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup, c'est own it. Genre, c'est sois-en le propriétaire. Tout ce que tu fais, tout ce qui se passe, t'en es responsable. Ou t'as une part de responsabilité. Et à partir de là, du coup, découle la remise en question et l'amélioration continue. Du coup, ouais, très intéressant la partie recrutement. Et maintenant, on va passer justement, post-recrutement, souvent, t'en as parlé un petit peu, des salaires. Donc ça, j'imagine que ça doit être une grosse différence entre le Canada et le Maroc, puisque c'est pas non plus le même niveau de vie. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire pour un data scientist junior, confirmé et senior, que tu auras en tête justement des salaires qui seraient attractifs pour recruter les meilleurs data scientists ici au Maroc? On parle de profils juniors, donc qui viennent de graduer. Ouais, alors junior, c'est qui viennent de graduer. Confirmé, c'est entre 3 et 5 ans. Et senior, c'est 5 ans et plus, quoi. Alors, tu vois, je ne suis pas dans le recrutement comme tu peux l'être, mais je peux te donner une fourchette. Alors, quand on a un étudiant qui vient de graduer, généralement, le marché du travail, c'est entre 10 000 et 18 000, dépendamment du profil, de la maîtrise des langues. Donc, il y a également hors du technical skills, du professional et du soft skills qui permettent de rajouter, d'upgrader ce 15 000, parce que généralement, c'est entre 10 et 15 000 dirhams net par mois, et d'avoir ce 2 000, 3 000 qui fait qu'un candidat est quand même maîtrise de 3 langues, un profil particulier qui peut se charger de missions de développement à l'étranger dès la première année ou les 2 premières années. Et par la suite, on est sur un profil de 18 000 à 25 000 pour quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, où là, il est quasi autonome sur des projets.
Mais je m'arrête là parce que le profil senior, je n'ai pas eu l'occasion de recruter un tel type de profil. Ok. Et si tu avais du coup, euh, ou plutôt t'en as j'imagine tous les jours, des juniors qui travaillent avec toi, puisque tu les encadres, euh, quel est le conseil que tu pourrais donner à ces juniors et à n'importe qui pourrait nous écouter justement, qui commencerait dans la data et dans l'IA? Euh, alors, je pense que je le dis à mes étudiants, je le dis à mes doctorants qui sont de très bons data scientists, je pense qu'il faut être toujours curieux pour aller chercher l'information, faire preuve d'autonomie et je ne le dirai pas assez, maîtriser les langues, notamment l'anglais, pour avoir cette capacité de faire soi-même de la veille technologique et de la veille scientifique. On a beau tout donner aujourd'hui, on est sur un plateau de connaissances qui est infini et infiniment renouvelable. Donc, je pense qu'il est très, très important de prendre conscience que ce qu'on a comme expertise aujourd'hui est voué à être entièrement transformé. Et donc, il faut suivre le trend, la tendance, en se faisant confiance, en allant chercher l'information, et en faisant de la veille. Et pour cela, il faut les langues. Et ça, tu parlais de Red Flagship lors du recrutement. La maîtrise des langues, pour moi, est très importante sur des profils similaires, donc qui sont a priori bons techniquement. Ok, ok. On passe à la dernière question. Euh, donc, ce podcast était plutôt à l'origine dédié justement pour les développeurs et développeuses. Euh, donc, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont nous écouter. Si les devs devaient apprendre quelque chose de la data science, qu'est-ce qu'ils devraient apprendre? En effet, tu as laissé le plus difficile pour la fin. euh, c'est assez pour moi difficile parce que je vois de répondre à cette question de façon précise, parce que je vois toute la... En fait, ma vision est teintée de mon domaine. Pour moi, l'IA, c'est révolutionnaire. Pour moi, l'IA va changer le monde. Je crois beaucoup en l'impact AI for social good. Je pense que ça va vraiment créer de l'équité si, bien sûr, il y a des textes de loi, des législations et qu'il y a les personnes derrière qui sont prêtes à faire cet effort-là. Donc pour moi, c'est plus qu'une profession, c'est une mission, c'est une valeur qui sont très ancrées dans ma personnalité, que ça soit dans le milieu académique ou ailleurs. Maintenant, pour moi, mais je forme également dans mon école d'ingénieur, je forme également des développeurs, hommes et femmes. Et je pense que c'est très important de s'ouvrir un petit peu à l'approche maîtrise de la data, KPIs, pas forcément aller dans l'algorithmie, mais quand même avoir cette vision au fait, entre les deux, parce que la data science, c'est pas l'IA. La data science, c'est faire parler les données. Et le développement, on le voit souvent, nous, de notre perspective très technique. La data science, c'est un peu c'est un peu finalement... c'est une question difficile, hein, parce que chacun... C'est ça un petit peu le drame des experts ou des techniciens. C'est qu'on est tellement spécialisé qu'on arrive à manquer de perspective quand on parle d'un autre domaine. Mais voilà, pour moi, la data en soi est un monde, faire parler les données. J'ai tellement Erwan dans certains projets, pensé que j'allais avoir le résultat A. J'ai eu les données en révélé B. L'expert de 25 ans qui connaît son métier a prédit A. Et les données, les données structurées, non structurées ont donné le résultat C. Donc, c'est vraiment toujours une surprise de faire parler les données. Je suis très surprise des projets que j'ai fait en Amérique du Nord où j'ai un écho qu'ils ont généré plusieurs millions de dollars. Donc, la data a fait gagner de l'argent, a fait gagner du temps, a fait économiser du carburant, donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense d'abord, l'approche le développeur devrait avoir juste une approche de aimer la donnée parce que la donnée ne peut que aider de n'importe quelle façon, la travailler, bien la structurer,
comprendre ce qu'on peut en faire et bien le présenter, ça ne peut être qu'une valeur ajoutée et qu'un gain de façon générale. Magnifique. Magnifique, super dernière réponse. Je te remercie beaucoup, Maha, d'avoir participé. J'étais ravie, Erwan, d'être aujourd'hui et de discuter avec toi et de discuter de sujets qui sont de commune importance pour nous deux et pour tes auditeurs aussi. La passion avant tout. Exact, right. Merci, Maha. Salut. Salut, Erwan. À très vite. Bye bye.